Bonjour à toutes et à tous et merci Nassim El Abed. Donc je suis responsable du planning stratégique et de la performance de la transformation digitale chez Biomérieux. Et donc aujourd'hui on accueille toutes les personnes ici sur site, donc sur Biomérieux, juste à côté de Lyon, et également pour la première fois nos auditeurs sur LinkedIn en live direct. Et donc on a vraiment voulu faire ça pour la première fois. Vraiment pour rendre accessible au plus grand nombre ce type de contenu qu'on aimerait bien entendu que ce soit le premier d'une large série. Donc aujourd'hui on va parler donc d'un sujet hyper important bien évidemment et qui concerne l'ensemble des entreprises, donc la transformation digitale et l'expérience client. Donc bien entendu c'est une priorité de l'ensemble des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui notre écosystème change, les sociétés changent, nos besoins en tant que personnes et en tant que clients changent. Et donc aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce sujet-là, donc j'ai le plaisir d'accueillir donc Jean-Philippe, professeur de stratégie digitale à l'EM Lyon. Merci beaucoup pour ton accueil, merci pour votre accueil à tous. Je suis ravi d'être là. Bonjour à tous. Et puis je crois que vous êtes quelque chose comme 400 en ligne. Je crois que vous êtes quelque chose comme 400 en ligne. Donc bonjour à tous ceux qui sont en ligne, et puis bonjour à tous qui êtes présents. Merci pour votre accueil. Donc n'hésitez pas également tout au long de cette présentation de poser vos questions. Donc on aura la possibilité à la fin du coup de ce live de répondre à toutes les questions que vous avez. Donc également, on veut que cette session soit interactive. Et donc pour commencer ce live, on va commencer tout simplement par une question basique que tout le monde se pose. Mais finalement, c'est quoi cette transformation digitale ? Puisqu'à chaque fois que je vais donc parler à une autre entreprise, un collègue, etc., on a tous des définitions différentes. Alors on aimerait entendre la tienne. Donc Jean-Philippe, quelle est ta définition ? Alors, la question de qu'est-ce que la transformation digitale. Bon, moi, je fais de la stratégie digitale depuis une vingtaine d'années, donc c'est une question qu'on me pose tout le temps. Le principal enjeu, c'est qu'en fonction du point où vous êtes, la formation que vous avez suivie, votre métier, vous allez avoir une perception différente. Peut-être que vous connaissez l'histoire des 6 aveugles qui veulent déterminer ce qu'est un éléphant. C'est une fable indienne. Alors, c'est très simple. Il y a 6 aveugles qui sont avides de connaissances, mais ils n'ont jamais vu. Et donc, en fait, ils veulent savoir ce que c'est qu'un éléphant. Le premier s'approche de l'éléphant, touche la queue, et il dit, mais c'est très simple en fait. Un éléphant, c'est comme un serpent. C'est long, c'est allongé, et ça a des poils au bout. Le deuxième arrive, il touche le flanc, et il dit, mais non, en fait, c'est massif. Un éléphant, c'est comme un mur en fait. Et les 6 s'approchent et découvrent une partie différente de l'éléphant. Celui qui approche la trompe, celui qui approche les pattes, ou les défenses. Et en fait, la transformation digitale, c'est exactement ça. En fonction du point où vous êtes, vous allez avoir une perception différente de ce que ça peut être. La transformation digitale, pour certains d'entre vous, c'est la technologie. C'est le fait d'avoir des logiciels partout et de connecter tout le monde. J'ai un de mes amis DG qui, il y a 2 ans, m'a dit, nous, notre transformation digitale, on l'a terminée, tous mes commerciaux ont une tablette. Pour lui, c'était ça, la transformation digitale. C'est magique ça, mais c'est fréquent. Et la transformation digitale, ça peut être aussi le fait de comprendre les usages des clients, alors qu'on s'en préoccupait pas trop avant, parce qu'on était plutôt en push, on voulait pousser nos produits. La transformation digitale, enfin, ça peut être le fait d'avoir un CRM qui fonctionne, qui est rempli, ou pas du tout, mais en tout cas, on peut dire qu'on a un CRM. La transformation digitale, ça a énormément de facettes différentes, mais qu'est-ce que c'est en fait dans la réalité, dans la pratique de tous les jours ? La transformation digitale, quand elle est réussie, c'est le fait d'avoir un processus de création de valeur, une chaîne de valeur, qui pose le client au centre de l'intégralité des processus et qui utilise les outils, non pas pour les outils, mais pour mieux servir le client, en fait. C'est ça, la transformation digitale. C'est une des définitions les plus communes de la transformation digitale. Et pour ça, moi, je rebondis sur ce qui a été dit avant. Les données sont absolument fondamentales. Elles sont complètement sous-estimées. À la fin de l'intervention juste avant, vous avez parlé des données. En fait, ce qui était derrière votre esprit, c'était les données machines, les données de production qu'on n'utilise pas du tout, qui sont des teraflops de données qu'on n'utilise pas, qui en fait nous permettent de mieux comprendre comment on fabrique les biens et services et comment on peut mieux servir les clients, qui sont des données qui ne sont pas utilisées. L'avenir, par exemple, l'un des avenirs, c'est ça en fait. C'est arriver à utiliser ces données, mais pas les données pour les données. Les données qui nous permettent de mieux comprendre comment les clients se comportent en fait. Parce que c'est ça le cœur du business. C'est comment les gens se comportent et comment nous, on peut mieux délivrer de la valeur pour mieux satisfaire les clients. Et tout part du fait de positionner le client au cœur de nos processus de création de valeur. Donc c'est ça la transformation digitale. Donc j'ai pas vraiment répondu. Mais presque. Alors presque, mais justement, chez Biomérieux, la transformation digitale, elle a commencé il y a 3 ans. Et donc on a voulu commencer par apporter une expérience différenciante à la fois pour nos collaborateurs et également pour nos clients. Et donc, on est parti de ça, mais justement,
encore une fois, on a une définition différente de qu'est-ce que c'est l'expérience client. Et même derrière l'expérience client, on parle souvent de customer centricity ou être centré sur le client. Alors, encore une fois, je te repose la question, qu'est-ce que c'est être réellement centré sur le client et surtout, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors là, on touche sur un sujet, enfin on touche un sujet qui est extrêmement sensible, le sujet de la customer centricity. La question qui se pose, c'est avant l'arrivée du digital, on avait peu de données sur les clients. Comment on faisait au milieu des années 80, début des années 90? Comment on faisait? On faisait des études. On distribuait des questionnaires. Les entreprises les plus avancées, elles faisaient des études qualitatives, ce qu'on appelle longitudinales, donc très longues, pour arriver à saisir des comportements très fins. Mais peu d'entreprises le faisaient parce que ça coûte très cher d'abord, c'est très long. Et puis quand on veut un résultat sur le comportement du consommateur, on le veut très vite, dans le mois qui vient, alors qu'une étude longitudinale, ça peut prendre 6 mois ou 1 an. Donc on le faisait très peu. Et la deuxième chose qu'on faisait très peu, c'est les données qui étaient produites dans l'entreprise étaient très peu utilisées. On considérait pas que c'était très important. Donc elles étaient stockées sur les serveurs, on faisait peu. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, de manière massive, 2004, 2006, 2008, on s'est rendu compte que les clients pouvaient avoir une réaction très rapide, très vive. On pouvait, lorsqu'on publiait un post sur Facebook, par exemple, voir l'engagement. Et cet engagement, c'était de la donnée brute, mais c'était pas une donnée rapportée. C'était pas une perception du consommateur comme on pouvait l'avoir avec les questionnaires. C'était une donnée réelle. C'était le client qui rédigeait un commentaire avec ses propres mots. Ce qui fait qu'on pouvait commencer à créer un lien émotionnel ou symbolique, ça dépend des écoles de pensée, souvent symbolique, avec les consommateurs. Donc on pouvait commencer à comprendre vraiment qui il était et comment il se comportait. À partir du moment où on commence à comprendre comment il se comporte, on commence à se poser d'autres questions. On se pose plus les questions qui sont « il faut que je produise plutôt ce produit-là ». Gibson, par exemple, qui est un des grands fabricants de guitares mondiales, il y a une quinzaine d'années, a voulu toucher le marché féminin. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit une guitare rose. Voilà. Alors ça, c'est exactement le contraire de la gamberge customer centric. Parce que ça a été pensé par un homme. Donc on n'a pas collecté de données. Elle était rose avec des paillettes. Vraiment, vous trouvez le modèle en ligne encore. Il a été abandonné très vite, mais il y a encore des photos. Et c'est la réalité de l'absence de customer centricity. Customer centricity, ça veut dire quoi? On va faire tout un travail de collecte de données pour comprendre non pas les consommateurs, mais pour comprendre des groupes, des comportements de groupes homogènes de consommateurs. Le terme technique, c'est les personas. On va créer des personas les plus fins possibles. Et une fois qu'on a créé ces personas qui sont extrêmement fins, on va caractériser les comportements des gens qui sont dans ces personas. Et pour ça, on a besoin de données qualitatives, quantitatives, mixtes, on a plein de méthodes. Pour ceux qui sont là-dedans, dans le domaine, on parle de méthodes de classification hiérarchique ascendante ou descendante. Ça doit vous parler. Donc on va caractériser le comportement. Une fois qu'on a caractérisé le comportement, on va déterminer le type de signal qu'on peut envoyer à l'audience pour créer une réaction en fait. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à créer un lien émotionnel. Le customer centricity, c'est mettre le client au cœur de tous les processus à travers un lien émotionnel. Ce qui fait que toute décision qu'on prendra dans l'organisation aura vocation à agir sur le client. Tout à l'heure, on parlait de relations avec le fournisseur. Le type de relation qu'on construit avec le fournisseur doit avoir un effet en termes de customer centricity. On va plutôt travailler avec des fournisseurs qui sont customer centric plutôt qu'avec des fournisseurs qui ne le sont pas. Parce que ceux qui ne le sont pas, vous allez devoir les éduquer. C'est du temps que vous perdez, c'est de l'argent que vous perdez, et vous n'allez pas faire le travail à leur place. Donc on va sélectionner les fournisseurs en fonction de leur aptitude à être customer centric. Et votre chaîne de valeur va donc changer. Donc pour tous ceux qui connaissent la chaîne de valeur de Michael Porter, ça c'est vraiment le Moyen Âge. La boîte, on fait vraiment plus ça du tout depuis très très longtemps en fait. Et l'avantage concurrentiel de Michael Porter reposait sur le lien entre les maillons. Quand on est customer centric, l'avantage concurrentiel repose sur la compréhension de la position du client dans le persona dans lequel il se trouve, en fait. Et c'est ça être customer centric. Donc on utilise les outils pour faire ça, en fait. Voilà. Alors c'est très bien résumé, et en même temps, je me repositionne un peu chez Biomérieux. On a l'habitude, nous, d'utiliser des notions comme avoir la vision 360 degrés du client, ou bien de parler d'omnicanalité. Alors justement, est-ce que toutes les entreprises vont sur cette direction? Bien entendu, on tend tous ensemble, chez Biomérieux, vers cette customer centricity. On sait que ça prend bien entendu assez de temps, puisque c'est aussi une question de culture, de mindset. Mais comment est-ce que vous voyez également les autres entreprises avancer sur ce terrain-là, sur l'omnicanalité? Il y en a qui sont même sur du multicanal, puis ensuite du cross-canal, et puis ensuite de l'omnicanal. Comment est-ce que vous voyez un petit peu la maturité des différentes organisations là-dessus? Alors là, la question que tu poses, elle est
et il y a une réponse en fait qui est une réponse pour quasiment toutes les entreprises, c'est pour quasiment toutes les mêmes. Tout cela, tout ce que tu viens de décrire là, c'est le step d'après. Tout cela n'est possible qu'avec un CRM fonctionnel. Tout cela n'a de sens que s'il y a un CRM fonctionnel. Si vous n'avez pas de CRM, vous pouvez pas déterminer par quel canal vous allez toucher votre audience. C'est impossible en fait. Donc tout cela ne fonctionne qu'avec un. Donc la première prise de conscience de la customer centricity, c'est d'avoir un CRM. On dit que le CRM c'est le backbone de l'entreprise. C'est que votre CRM doit irriguer en information toutes les fibres de l'entreprise. Donc le cœur de votre dispositif c'est le CRM. Une fois que vous avez un CRM qui est fonctionnel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le CRM marche pas? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on comprend. Pourquoi est-ce que le CRM marche pas très souvent? Dans la plupart des cas, il se passe la chose suivante. L'entreprise décide d'avoir un CRM parce qu'il faut gérer la relation client. Donc, on va avoir un CRM. Donc, ce qu'on fait, c'est on va voir tous les services pour leur demander de quelles informations ils ont besoin dans le CRM. Donc, on va voir le premier service, le deuxième, le troisième, et puis chacun dit la chose suivante. Comme les gens n'ont pas été formés souvent, ils disent, voilà, moi j'ai besoin de 3 informations, mais en fait, de temps en temps, j'ai besoin de la 4e ou de la 5e, et dans 2% des cas, j'ai besoin de la 17e. Donc il donne toutes les informations, parce qu'il se dit, plus j'ai d'informations dans le CRM, plus je pourrais faire au cas où les cas se présentent. Et tous les services font ça. À la fin, vous vous retrouvez avec un CRM où pour chaque contact client, il y a 270 paramètres. Et qu'est-ce qui se passe quand le commercial il fait sa visite client? Il ouvre le CRM, et puis il voit que pour le client, il a 270 paramètres à remplir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les remplit pas. Ou alors il met 2 bricoles. Et surtout, il ne met pas les informations qualitatives dont on a vitalement besoin à la fin qui nous racontent sa visite, le compte rendu de visite. Ça, c'est vital pour faire une analyse quali, en fait. C'est vital. Donc, il le fait pas. Comme il le fait pas, le CRM n'est pas utilisé. Donc, on peut pas utiliser le CRM pour faire les personas. Donc, on connaît encore moins bien le client qu'avant le CRM. Et il y a une tension entre tout le monde parce qu'on se dit, putain, on a investi sur le CRM, on a formé tout le monde, mais dans le CRM, on n'a pas les informations qui nous permettraient d'être encore plus performants. Donc en fait, dans le CRM, il faut mettre peu d'informations et il faut intégrer les sales avec le marketing. Et en faisant ça, vous vous retrouvez avec le CRM qui est le backbone de votre entreprise et votre entreprise peut devenir customer centric. Autrement, vous pouvez pas parce que vous n'avez pas de source d'informations qui vous permettent de comprendre le client. Alors c'est très bien que tu le dises puisqu'on touche déjà aux pratiques de travail. Et c'était ma prochaine question. C'est justement comment est-ce que cette customer centricity, cette transformation digitale, elle amène à réfléchir autrement, elle amène des nouvelles méthodes de travail. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à travailler tous ensemble, en collaboration, pour finalement mieux servir le client? Alors je vais donner l'exemple du marketing et des sales, parce que là je viens d'en parler. On pourrait parler de plein d'autres exemples, mais marketing et sales c'est un truc qui est important parce que c'est vraiment le CRM, c'est le champ de bataille du lien marketing-sales. Bon, aujourd'hui dans les entreprises qui s'intègrent le plus sur le plan du digital, on a une intégration des sales et du marketing. C'est-à-dire qu'on a dans les entreprises les plus performantes, on a de moins en moins marketing et sales qui travaillent séparément ou qui s'échangent des informations. On l'a de moins en moins. On a de plus en plus une intégration. Dans certaines entreprises, c'est une intégration dans le marketing. Dans d'autres, c'est une intégration dans une nouvelle direction. Ça se crée. Il y a plusieurs modèles qui existent. Il y a 3 ou 4 modèles différents qui existent. Il y a par exemple le modèle avec le CDO qui intègre marketing et sales avec 2 directions différentes. Il y a plusieurs modèles qui existent. Mais globalement, le lien très fort entre marketing et sales, c'est un lien qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement générateur de valeur quand il fonctionne. Pour une raison qui est très simple. Si le marketing fonctionne correctement, il utilise le CRM correctement et donc il est capable de générer des leads très chauds. Un lead chaud, c'est quoi? C'est une relation client qui a été initiée et qui est actionnable tout de suite, ce qu'on appelle les leads 5 étoiles. Okay? En fait, on crée un contact avec un prospect et on le score. On met 1 étoile à 5 étoiles. 1 étoile, on a encore du boulot. 5 étoiles, il est prêt. Et l'équipe commerciale reçoit exclusivement les leads qui sont 5 étoiles. Donc l'équipe commerciale ne perd pas son temps à aller défricher le marché, labourer le marché, c'était l'expression qu'on utilisait avant, à faire 8, 10, 15 visites par jour, mais l'équipe commerciale ne va faire que 2, 3, 5 visites, mais ne verra que du lead très chaud. Lead qui a été déterminé par l'équipe marketing. Alors, première chose, c'est comment on fait ça? Avec un CRM qui marche. Avec un CRM qui marche. Et donc qui est rempli, qui est utilisé, qui est géré. Première chose. Deuxièmement, se pose la question des primes. Bon, je suis désolé, on va en parler. Se pose la question des primes. La tradition, c'est les primes individuelles. L'équipe commerciale procède à des ventes et touche des primes individuelles. C'est la tradition. Ça a toujours marché comme ça.
Sauf que avec une intégration digitale réussie, donc un CRM, marketing et commercial. Les leads sont générés par le marketing. La vente est opérée par le commercial. Qui est-ce qui a créé la valeur? Elle a été créée où, la valeur? Est-ce qu'elle a été créée par la génération du lead? Non. Parce qu'en fait, la génération du lead n'a pas fait de vente. Vous publiez des posts sur LinkedIn, vous avez 200 000 vues, vous avez toujours fait 0 vente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des vanity metrics. Donc ça ne sert à rien si ça n'a pas été transformé. Qui est-ce qui a généré la vente? Est-ce que c'est le commercial qui a signé le contrat? Non. Parce que le commercial, il a pu générer le contrat parce qu'il a eu un lead super chaud qui a préparé la vente et qui lui a permis non pas de faire 5 ou 7 ou 8 visites par jour, mais seulement 3, mais efficaces. Quand on fait 3 visites par jour et qu'on fait 3 ventes, c'est quand même mieux que de faire 7 visites par jour et faire une vente. Pour l'entreprise, c'est une baisse des coûts, entre parenthèses, sur les transports, ce genre de choses. Donc en fait, là, la performance, elle est générée par le couple fonction marketing, fonction commerciale. Donc la prime, elle est partagée en fait. Donc on bascule dans une intégration réussie du digital, on bascule sur des primes collectives. Ça n'empêche pas certains bonus individuels. Il y a des entreprises qui ont choisi ces modèles-là. Okay, mais très souvent, on bascule sur un modèle qui est plus moderne, qui est de la prime collective. Entre parenthèses, je rentrerai pas dans le détail de ce qui s'est produit en recherche, mais on a des études en GRH qui montrent qu'au-delà de certains niveaux, les primes individuelles n'ont plus d'effet sur la performance. Donc les primes collectives, elles, peuvent en avoir un effet très important. Sauf que ça veut dire qu'on manage les gens très différemment. Quand vous avez toujours géré votre équipe de commerciaux sur la base de la prime individuelle, et que là vous vous retrouvez avec des primes collectives, vous les gérez comment vos commerciaux? Vous les gérez plus de la même manière. Quand votre KPI, c'était les 7 visites par jour, et que là vous dites, non, maintenant le nombre de visites n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la transformation des leads que tu reçois. La relation à l'équipe n'est plus du tout la même. Elle n'est plus la même, mais on se retrouve sur une relation qui est beaucoup plus moderne, parce qu'il faut l'autre versant de la question, c'est que tout est acté en termes de data. C'est-à-dire qu'on a les données exactes, tout le temps, systématiquement. Donc là, on a un dispositif de management qui change, qui est très puissant, sur un couple marketing commercial qui est extrêmement puissant. Quand ça marche remarquablement bien. Mais ça repose sur les données disponibles dans le CRM, sur le traitement des données dans le CRM, ce qui est en fait une mise en exécution du propos que vous aviez tout à l'heure, en fait. Et cette exécution de l'utilisation des données produit énormément de valeur si il y a le management qui va avec. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et on passera à la question suivante ensuite, et puis je le dis aussi pour les gens qui sont en ligne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le digital introduit une transversalité totale sur le management, sur la relation au client, sur la relation en interne entre les fonctions. La transversalité, elle est totale. Donc si le digital, c'est uniquement des mots, vous n'arrivez pas à cette transversalité, et donc vous ne pouvez pas mettre votre client au cœur de votre processus, et si vous ne le mettez pas au cœur de votre processus, votre transformation digitale, elle va vous coûter beaucoup d'argent, et elle créera 0 valeur. Ce sont des exemples qu'on voit. Donc là, je vous ai pas cité les entreprises, mais pour ceux qui, vous travaillez avec plein de boîtes, vous devez voir les boîtes dont je parle là, en fait, dont une très grosse, qui est un des 4 GAFAM par exemple, qui est installé, qui a un joli logo avec 4 carrés de couleur et qui marche très bien en ce moment, qui a racheté Blizzard. Non, je vais pas plus loin. Alors Jean-Philippe, on a parlé justement de performance en interne, ouais, de mettre le client au centre dans notre CRM, etc., etc. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer que l'expérience de notre client, elle est au niveau attendu? Comment est-ce qu'on peut se dire que, tiens, finalement, son expérience, elle est formidable, il a retenu, il a vécu un moment avec Biomérieux, par exemple? Alors, là, en fait, c'est à la fois super simple et super complexe. La réponse, elle est hyper simple. Entretien qualitatif. Il faut parler avec le client. Donc, il faut former les équipes commerciales pour avoir des vraies conversations avec le client. Le commercial, c'est pour ça, en fait, il y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2 ans, il y a un directeur d'une grosse entreprise qui m'a dit, moi, j'ai 240 commerciaux, on est en train de mettre de l'IA partout, combien je dois en licencier? Et je lui dis, mais c'est juste les deux questions, elles ont absolument aucun lien en fait. La question, c'est pas de licencier les commerciaux, c'est les équipes commerciales ont vocation à remonter de la data. Il faut comprendre ça en fait. La relation au client, c'est hyper fondamental. Les commerciaux sont hyper fondamentaux. C'est-à-dire que la relation de l'équipe commerciale au client, elle est au cœur du business. Elle est hyper fondamentale. Les commerciaux remontent de la donnée dans le CRM et eux, ils connaissent le client. Tout à l'heure, il y a eu une question sur les fournisseurs. Comment on a des informations sur les concurrents? Par les fournisseurs. Mais comment on a cette relation avec les fournisseurs? Par l'équipe commerciale.
ou par l'équipe achat. Donc il faut collecter de l'information. C'est très important. Cette information, elle doit aller dans le CRM. Mais elle peut pas être que dans le CRM. C'est que le commercial, il a une relation intangible avec son client. Il a un vrai lien, il a une relation émotionnelle. Il y a des choses qu'on n'écrit pas vraiment. Il y a des choses qu'on se dit, il y a une relation qui est liée à l'interpersonnel, en fait. Et ça, c'est une source d'information sur le client qui est fondamentale et qui doit être débriefée, qui doit être comprise, qui doit être explorée. Donc le commercial a vraiment vocation à remonter ça. Et donc le commercial est capable, avec son expérience, à travers certains mots qui vont être employés par son client, de dire, bah voilà, là il y a une tension. Il parle pas tout à fait comme d'habitude. Même s'il a l'air content, si on faisait un quanti, il serait content. Mais dans les faits, peut-être qu'on n'est pas au standard de qualité habituel, ou peut-être qu'il a vu quelque chose sur le marché qu'on pourrait faire et qu'on fait pas encore. Et ça, c'est intangible. Il y a que l'équipe commerciale qui peut le remonter. Ça veut donc dire que l'équipe commerciale doit être formée pour faire ça. C'est pas un travail monstrueux de faire ça, mais c'est un travail qui doit être fait. Là encore, on est sur une question de management. Donc, la transformation digitale se résume pas du tout à la technique, au logiciel qu'on va utiliser. Non, c'est fondamental. Il y a un truc à retenir. C'est fondamentalement humain, en fait. C'est fondamentalement humain. La transformation digitale, elle est dans tous les individus qui en font partie. C'est fondamentalement humain. Ça veut donc dire que la transformation digitale réussie, elle repose sur l'inter-individuel, sur la relation que les gens ont les uns avec les autres. Oui, il y a énormément de data, oui, on a des logiciels, c'est vrai, mais il faut parler avec les gens. C'est quoi la qualité d'un grand leader? Savoir écouter, savoir parler. Savoir écouter, savoir parler. Oui, il y a le recrutement, oui. Savoir écouter, savoir parler. Une transformation digitale réussie, elle repose sur l'inter-individuel. Les fondements de la réussite sont fondamentalement dans les gens qui participent à cette transformation digitale. Finalement, on répond aussi à la toute première question que je te posais, c'est qu'est-ce que la transformation digitale? Tu viens de conclure justement en disant que le mindset et l'humain étaient au centre de tout ce qu'on fait. Voilà, l'état d'esprit finalement est fondamental. Et finalement, pour clôturer, avant de poser, enfin d'avoir les questions justement de nos auditeurs à la fois en ligne et ici présents sur le site de Biomérieux. Dernière question, c'est finalement l'évolution du digital dans les prochaines années. Aujourd'hui, on a parlé de comment est-ce qu'on réussit aujourd'hui avec mettre le client au centre de tout ce qu'on fait. Mais demain, le digital, il aura quel visage? Il va ressembler à quoi le digital demain? Alors, demain est déjà là en fait. Parce que derrière ta question, moi j'entends Web 3 en fait. Je sais pas si beaucoup d'entre vous êtes familiarisés avec le Web 3. Bon, le Web 3, c'est pas quelque chose qui arrive en fait. C'est quelque chose qui est avec nous déjà depuis 20 ans en fait. C'est-à-dire que le premier métaverse a été lancé en 2003. Avant Facebook. C'est juste. Alors Web 1, c'était quoi? C'était du descendant. C'était des sites web qui étaient en ligne. Les informations descendaient. Nous, on allait sur le site web, on voyait un contenu, on pouvait pas interagir avec. C'était Web 1. Ok. Web 2, on a interpénétration de l'information. Vous allez sur un site web, il descend, l'information descend. Vous pouvez enrichir. Avec l'arrivée en 2004 des premiers réseaux sociaux. En fait, c'est 2003, mais bon, 2004 les premiers réseaux sociaux. 2004, c'est Facebook, c'était vraiment hyper confidentiel au début. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a de l'échange. Les gens interagissent. Mais, en fait, avant ça, en 2003, il y a Second Life qui a été lancé. Second Life a été lancé aux États-Unis. La première version c'était très compliqué, ça marchait pas très très bien. On n'avait pas beaucoup de connexions internet de haut débit, donc c'était un peu difficile, il fallait être pas loin des serveurs. Mais 2003, ça a commencé. Second Life a explosé 2007-2009, en même temps que les réseaux sociaux. MySpace s'effondre parce que les gens qui étaient sur MySpace, il y avait un topic sur MySpace, c'était la musique. Les gens sont allés sur Facebook où là on trouvait tous les topics, dont la musique. Mais à côté, il y a des communautés qui ont commencé à se fédérer sur des plateformes de type Second Life. Et il y a d'autres métaverses qui se sont créés. Aujourd'hui, il y a un métaverse qui s'appelle Roblox. Roblox, vous en avez peut-être jamais entendu parler, 40 millions d'utilisateurs uniques mensuels. 40 millions. En France, vous avez The Sandbox, c'est entre 40 000 et 50 000 utilisateurs uniques mensuels. Vous avez une entreprise qui s'appelle Work Adventure, le CEO nous regarde, il est là, qui est une entreprise française parisienne, qui est hyper moderne, où il y a plein de boîtes qui se fédèrent. Il y a 5 000 utilisateurs mensuels. Vraiment, les métaverses sont parmi nous. Alors la question qui se pose, c'est comment des entreprises comme Biomérieux peuvent exister dans un métaverse? En fait, c'est l'autre question qu'il faut se poser. C'est, ils sont où vos clients? En fait, la seule question que vous devez vous poser, c'est, ils sont où vos clients? Il y a un DG il n'y a pas très longtemps qui me dit pourquoi on irait sur les réseaux sociaux. Moi je lui ai répondu, pourquoi est-ce que vous iriez là où sont vos clients? Ils sont où vos clients? Ils sont sur les plateformes sociales. On va pas sur les réseaux sociaux parce qu'on a envie de raconter qu'on a mangé une pizza. On va sur les réseaux sociaux parce qu'en fait c'est là que sont les clients. Si vos clients migrent, s'ils bougent et ils vont
dans les métaverses, vous devrez être dans les métaverses. Parce que vous devez être là où sont vos clients. Elle est uniquement là, la question. Et c'est ça, le customer centric. Vous ne devez pas réfléchir comment mon offre, je peux la diffuser sur Second Life, par exemple. Bon, d'abord, ça aurait aucun sens de penser comme ça. Par contre, vous devez vous dire, est-ce que mes clients, ils font quelque chose sur Second Life? Est-ce que ce que moi, je peux proposer sur Second Life, entre parenthèses, je vous conseille pas Second Life, hein. Je prends juste comme exemple, hein, je vous le conseille pas. Tous ceux qui y sont allés, on sont repartis très vite, hein. Non, c'est mort, Second Life, arrêtez. Mais la question c'est, sur le métaverse, qu'est-ce qu'ils y font, vos clients? Et est-ce qu'ils y font quelque chose que vous pourriez améliorer? Est-ce qu'ils y découvrent des informations? Est-ce qu'ils exercent leur passion? Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec ce que vous pourriez offrir? Une université, par exemple. Un lieu d'échange, un lieu où ils pourraient partager leurs angoisses. Il y a des gens qui font de la psychothérapie en ligne. Voilà, il y a des plateformes aujourd'hui où les gens partagent leurs émotions parce que ça leur fait du bien. La question c'est est-ce que la technologie peut faire quelque chose pour vous? N'est pas la bonne question. La bonne question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire sur vos clients et à quel endroit? Parce que eux, à quel endroit est-ce qu'ils se trouvent? Donc la réponse de l'avenir du digital est très simple, c'est où est-ce que vos clients vont aller? Et là où ils vont aller, vous devez faire en sorte, donc les personas, vous devez faire en sorte de délivrer plus de valeur à ces clients, en fonction de l'endroit où ils sont, que vos concurrents. C'est l'unique question en fait. S'ils vont sur je sais pas moi, Axie Infinity, qui est un jeu en ligne collaboratif, est-ce que ça a de l'intérêt? Est-ce que vous seriez capable de délivrer plus de valeur à vos clients sur cette plateforme que vos concurrents? Si oui, la question c'est du comment, hein, comment on fait. Et sinon, vous choisissez une autre plateforme. Mais dans l'autre sens, s'ils y vont massivement, c'est qu'ils y trouvent quelque chose. Dans ce cas-là, vous devez trouver une solution pour y délivrer de la valeur. C'est comme ça qu'il faut le penser. T'as qu'à l'initiative de tout raisonnement repose le comportement de vos consommateurs. Et donc, les personnes. Et il n'y a pas beaucoup d'options alternatives. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Parfaitement, et ça permet de clôturer finalement vraiment en beauté cet événement. Merci. Puisque en fait, on a parlé de transformation digitale et d'expérience client, de centricité client, et tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, c'est justement que c'était réellement se mettre à la place du client, de l'écouter et de vraiment en faire quelque chose chez nous pour lui délivrer une expérience qui était mémorable et à laquelle on allait pouvoir justement répondre. Alors du coup, on a des questions effectivement en ligne. On va essayer d'y répondre. Ça, c'est une très bonne question. Non, je flèche pas du tout, mais c'est une très bonne question. Alexandre Mallet, bonjour Alexandre. Salut Alexandre. Diomédéa dans le métaverse, hâte de voir des boîtes de pétri dans le métaverse. Alors, c'est une excellente question. Des boîtes de pétri dans le métaverse. Bon, ça n'a aucun sens. Quand vous devez mettre un tableau au mur chez vous, quand vous devez accrocher un tableau, la question n'est pas, votre problème, vous, c'est le trou. La question n'est pas de la perceuse. Vous vous en foutez de la perceuse. Vous n'êtes pas théoricien de la perceuse, vous n'êtes pas un expert de la perceuse. Vous avez un trou pour mettre un tableau. Vous devez faire un trou pour mettre un tableau. Vous n'allez pas faire un fichier Excel avec toute l'offre de perceuses sur le marché pour choisir la bonne perceuse. La perceuse, c'est le moyen. Vous, votre problème, c'est le trou, d'accord? Vous devez trouver un moyen de faire un trou. Et la perceuse est un moyen, mais il y a plein d'autres moyens, d'accord? Ce que vous vendez, c'est du diagnostic. Il y a des machines, il y a des technologies, il y a des réactifs, il y a plein de choses. Mais ce dont les gens ont besoin, c'est d'un diagnostic. Le support de ce diagnostic, il peut être partout, en fait. La question de la boîte de pétri, c'est le moyen. C'est pas ça qui est intéressant. Prenons un exemple. Vous vendez vos services dans le métaverse où chacun a un espace où il peut voir au même endroit tous ses résultats privatisés, cryptés. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de garder les feuilles chez lui dans un classeur, etc. Là, vous avez rendu un service. Vous avez rendu un service parce que vous avez mis votre client. Là, on discute, hein, d'accord, on improvise. Hein. Je suis sûr que si on le gamberge pendant une demi-heure avec un café, on arrive à un truc plus sophistiqué. Hein. Je m'excuse, hein, c'est un peu médiocre, hein, mais le truc c'est le service que vous rendez. C'est pas ni l'objet, ni la technologie, c'est le service. À la fin, la personne a besoin d'un diagnostic. Ce que vous rendez comme service à travers un processus extrêmement technologique, c'est que la personne ait accès à ce service. C'est ça que vous rendez. Le support ensuite de ce service, il peut être extrêmement varié. À partir du moment où il est confidentiel, crypté, vraiment, enfin voilà. Mais c'est ça en fait. Donc la question je suis désolé Alexandre, hein, je suis confus, hein, mais la boîte de pétri dans le métavers, ça c'est vachement Web 2 en fait. Hein.
C'est complètement décalé par rapport au comportement des gens. C'est pour ça que c'est une bonne question. Voilà. Alors il y en a une autre. On a parlé tout à l'heure de faire des études justement autour des clients, de mieux comprendre ses enjeux, ses besoins, ses challenges. Et du coup, on a une question d'une personne qui aimerait savoir si l'audit client a une place dans la transformation digitale. Alors, on n'utilise pas le terme audit. Le terme traditionnel, c'est analyse de comportement des consommateurs. C'est le terme traditionnel. On le généralise avec analyse du comportement du client, parce que là c'est beaucoup plus B2B et B2C en fait, parce que on n'en a pas trop parlé là, mais il y a des variations d'enjeux entre B2C et B2B. Et d'ailleurs votre entreprise fait les deux en fait, hein, d'une certaine manière, puisque vous délivrez un service à des gens à travers des outils que vous vendez à des entreprises. Donc la question du B2B et du B2C, donc c'est le premier angle, elle est très très différente dans le digital qu'elle ne l'était avant, parce qu'en fait la frontière entre B2B et B2C est vraiment en train de s'altérer, elle est en train de disparaître quasiment en fait. C'est que il y a des gens qui disent et pourquoi mon entreprise serait sur TikTok? Parce que moi je fais du B2B. Parce que le directeur des achats, sa fille elle est sur TikTok. Le directeur des achats, sa fille elle regarde des vidéos sur TikTok. Et quand elle voit une vidéo qui est un peu marrante et qu'elle la montre à son père, on touche le père en fait. C'est la question des degrés de liberté en fait. Et ça c'est vraiment un truc qui est important. Donc la plateforme sur laquelle vous vous situez vous conduit à vous adresser à certains types de clients, mais pas uniquement à lui, c'est à ce client et à son audience. Donc c'est ça qu'il faut penser. Donc on pense pas trop audit client, on pense vraiment analyse du comportement du consommateur. Là il y a 3 méthodes, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, il y a 3 méthodes. La première c'est l'analyse qualitative longitudinale, qui est la méthode la plus puissante, mais elle est un peu longue, elle peut être un peu chère. La deuxième méthode, c'est les méthodes quantitatives avec la classification hiérarchique ascendante ou descendante. Là, il faut acheter des données très souvent. C'est moins puissant que le quali. Et la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle les méthodes mixtes, où on fait du quali, on fait du quanti sur du quali. On prend des données qualitatives, qu'on va essayer de scorer, de quantifier. On regarde les mots, par exemple, qui sont prononcés. On regarde combien de fois ils sont prononcés. Le quali marche très bien. Donc en général, oui, il faut mieux rencontrer. Je vous le dis, hein, les 2 qualités du leader, c'est écouter et parler. Et donc l'un des dispositifs les plus efficaces, c'est vraiment rencontrer des clients et parler avec eux et regarder les mots qu'ils utilisent, comment ils l'utilisent, dans quel contexte ils l'utilisent. Et là, vous faites ce qu'on appelle de l'analyse de contenu, et ça marche très très bien. C'est très puissant comme méthode. Super. Est-ce qu'on a une dernière question ici, donc soit sur LinkedIn ou dans l'audience? Je regarde. On a eu beaucoup de réactions sur LinkedIn. On a beaucoup de réactions, beaucoup de Web3, le métaverse, la blockchain. C'est des sujets qui passionnent, qui passionnent. La question de la blockchain, c'est un sujet qui va, certains d'entre vous sont familiarisés avec cette question. Ça va révolutionner tous les secteurs où la production de données a une dimension confidentielle en fait. Une question sur LinkedIn là. Comment, à votre avis, les outils digitaux permettraient de fidéliser le client? Alors, il y a une partie technologique dans cette question, il y a une partie comportementale. Ouais, c'est ça. C'est le client la est plus limite fidèle... de la fidélité et du harcèlement en fait. C'était ça la question. Le client est fidèle quand il est compris. Ou alors plus précisément, le client est fidèle quand il a la perception qu'il est compris. En fait, quand on commercialise une offre, il y a 2 qualités différentes que vous commercialisez. Il y a la qualité du produit intrinsèque, qui est liée à votre expertise sur le produit. Et il y a ce qu'on appelle la qualité perçue. C'est-à-dire que ce que le client perçoit dans votre offre. La qualité perçue, c'est ce qui est le plus important. Et dans la question de la fidélité, il y a la perception que j'ai de la qualité de l'offre avec laquelle je suis en contact. Est-ce qu'elle me permet de penser que j'ai été compris par l'entreprise? Est-ce que ce que je reçois là me montre que j'ai été compris? L'endroit où je trouve... c'est la question qu'on avait tout à l'heure avec... Il est où notre camarade? Sur SNCF Connect. Moi, j'ai utilisé SNCF pendant des années. J'utilisais l'application. J'avais l'impression que vraiment, elle me proposait des trajets qui marchaient. Quand vous allez sur Amazon et que vous tapez un livre, vous voyez les suggestions de livres. Très souvent, les suggestions, c'est ou des livres que vous avez déjà achetés ou des livres que vous avez envie d'acheter. Entre parenthèses, le moteur de proposition, il est open source. Hein. Il est gratuit. Donc, toutes les entreprises peuvent l'utiliser. Le signal que Amazon envoie avec ses propositions, c'est on vous a compris. On a compris qui vous êtes, on a compris comment vous consommez, et comme on vous a compris, on va essayer de vous offrir, de vous mettre en contact avec l'offre qui vous fera le plus plaisir en fait. C'est ça, d'une certaine manière, la fidélité. Et donc, là, en fait, il y a un angle technologique et il y a un angle comportemental, mais les deux sont mêlés quand la technologie permet de très bien comprendre le comportement de l'audience et donc de lui donner l'impression
qu'elle a été comprise par l'entreprise. Et c'est comme ça qu'un client devient fidèle. En fait. Il est fidèle parce qu'il se sent compris. À la fin, la question des émotions et notre boulot dans le digital, c'est vraiment de la relation émotionnelle. Hein. On crée des relations émotionnelles avec une audience. Hein. C'est ça qu'on fait. Hein. La technologie nous permet de le faire. C'est ça qu'on fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a un petit commentaire ensuite. Non, parce qu'en général, les gens disent un petit cœur. Voilà, les gens disent voilà, merci d'avoir répondu. Non, mais en tout cas, merci Jean-Philippe. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs dans tous les cas sur. On a une autre question. Ouais. Est-ce qu'on a un micro? Merci beaucoup. Martine Aguibert, je m'occupe de la promotion de la santé et du bien-être au travail et j'ai beaucoup apprécié l'importance que vous portez à l'humain finalement et aux émotions. Et ce que j'ai compris dans votre dernier commentaire, c'est en fait l'importance de la relation de confiance qui s'établit. C'est ça. Ouais. Ma question, c'est la priorité des personnes en contact avec les clients, c'est établir cette relation de confiance. Et s'il y a un problème, donc ça nécessite visiblement une forme d'intelligence émotionnelle et qui est nécessaire d'apprendre à tous nos collaborateurs. Et comment c'est très fin en fait. Comment est-ce que je traduis ça en données digitales pour votre système qui semble être la colonne vertébrale de ce système digital dont vous parlez? Donc là, on est sur les équipes commerciales ou les équipes qui sont en contact avec l'audience. Donc il n'y a pas que les équipes commerciales, il peut y avoir aussi des équipes d'accueil. Même le marketing. Ouais, donc la première chose, c'est les caractéristiques. Enfin, il y a énormément de choses qui sont liées à l'empathie. Et ça se travaille. Donc il y a plein de coachs, il y a plein d'experts qui peuvent vous former à ça. Moi, j'ai un de mes amis, Christophe Hague, qui forme à ça, par exemple. La question, c'est l'empathie. C'est-à-dire que pendant des années, les entreprises ont été en push. L'équipe commerciale ou l'équipe marketing allait pour pousser une offre. Là, la clé du succès dans le domaine du digital, c'est d'y aller et de dire, moi, quand je vais dans une entreprise, la première question que je pose, c'est en quoi je peux vous aider? Parce qu'en fait, on peut parler de plein de choses, on peut parler de plein de sujets, en fait. L'équipe commerciale, quand elle est en contact avec le client, elle va pas forcément utiliser ces mots-là, mais le cœur de son propos, c'est en quoi je peux vous aider. Mes produits, ils peuvent vous aider. Mais moi, j'en ai plein. C'est lesquels vous aideraient le mieux, en fait. Moi, je peux faire plein de choses pour vous, en fait. Mais je suis pas là pour pousser un truc parce que j'ai un objectif, parce que ça, j'en ai moins vendu que ça ce mois dernier. Non, c'est en quoi je peux vous aider. Donc, on détermine en quoi on peut aider les gens. Donc, on commence par l'écoute. Ces éléments-là, ils sont rentrés dans le CRM et ensuite, ils sont retraités. Il y a des outils pour traiter le quali de manière automatisée. Moi, ce que je recommande, c'est de traiter la masse par des outils automatisés. C'est parce que c'est possible. Mais ensuite, le traitement fin, il faut le faire par des gens. Les personas, il faut le faire par des gens. On a des outils qui nous permettent d'automatiser la tâche. Mais il vaut mieux le faire par des gens parce que pour comprendre le comportement humain, il n'y a rien de mieux que des gens qui ont été bien formés. Okay. Prenez un truc, il y a un outil qui fait fureur en ce moment, vous en avez peut-être entendu parler, c'est DALL-E. C'est un outil d'intelligence artificielle qui traduit des phrases en images. Vous avez dû voir beaucoup d'exemples sur Twitter ou sur LinkedIn. Ce que vous avez vu, c'est très beau. Hein. Alors moi, je l'utilise, DALL-E. Il faut faire 15, 20, 30 exemples, 30 essais avant d'avoir un truc qui marche. Donc ce que vous voyez, c'est ce qui a marché. Mais dans la réalité, ça galère, mais vraiment. On a des trucs qui marchent pas, ou des formes qui sont pas complètes. Donc ce que vous voyez, c'est ce qui est réussi, mais il y a énormément d'échecs. L'humain, il fait des erreurs aussi. Mais même les erreurs qu'on fait dans le traitement de l'information qui remonte du client, elles sont intéressantes. Parce qu'elles peuvent être le reflet de la culture de l'entreprise qui est en train de changer. Elles peuvent être le reflet aussi de l'ambiguïté de certains mots qui sont employés par les clients. Parce que le même terme, content. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, j'ai travaillé longtemps aux États-Unis. Quand vous êtes à l'étranger, quand vous avez des étudiants, le système de notes est très différent. La perception du bon, du réussi, en Angleterre, aux États-Unis, à Hong Kong, en Allemagne, en France, n'a absolument rien à voir. En France, un étudiant qui a 15 a une disserte, il a très très bien réussi. Aux États-Unis, s'il a moins de A ou de A+, c'est raté en fait. Donc la perception du j'aime, le simple j'aime, il est extrêmement différent en fonction de la culture de la personne, des études qu'elle a suivies, de son parcours, de vie, ce genre de choses. C'est pour ça que Facebook a introduit non plus un like, mais 6 ou 7 différents. C'est pour les personas en fait. C'est pour raffiner les personas. Ça veut donc dire que si on fait uniquement du traitement sémantique, avec les mots, on passe à côté de la complexité de l'individu. Si c'est uniquement j'aime ce que j'ai vu, ce j'aime, par exemple quelqu'un qui a mangé une mousse au chocolat qui l'a adoré, il y en a un qui l'a adoré qui va mettre 5 sur 5, et il y en a un autre qui l'a adoré, qui va mettre 3 sur 5. Parce que le chocolat, c'est pas ce qu'il préfère. Mais pourtant, pour les deux, c'est la même émotion qu'il va scorer d'une manière différente. Si vous n'avez pas un expert pour analyser ça,
l'un va mettre 3 et l'autre 5 et vous êtes passé à côté de votre client en fait. Donc il faut former les gens en fait à cette question d'empathie, mais aussi surtout la compréhension des symboles émis par les gens, c'est très fin en fait. Et pour ça il faut de l'expertise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on recrute beaucoup de personnes qui ont fait ou de la psychologie ou de la philosophie. Par exemple en UX, on recrute des gens en psychologie qu'on a formés en UI UX. Parce qu'en psychologie, ils ont fait avant de faire de l'UI, ils ont fait 5 ans où ils ont analysé le comportement humain. C'est quelque chose auquel ils sont sensibilisés. Ça marche très bien en fait. Et des gens en marketing qui sont spécialisés après la psychologie, par exemple, ça marche bien. Des gens qui ont fait du marketing et qui ont fait une année de psychologie, après ça marche bien aussi. Voilà, il faut comprendre, essayer de comprendre le comportement humain. C'est difficile et c'est vraiment très fin. Donc c'est automatisable en partie, mais il y a aussi un gros travail individuel et interindividuel aussi, parce qu'il faut en parler avec les gens. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout dépend de l'intention aussi. Est-ce que j'embauche des psychologues pour, entre guillemets, manipuler, ou est-ce que mon intention, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour vous aider en fait? Alors la manipulation, il faut être tout à fait honnête. Je vais être tout à fait honnête, il y a des entreprises qui le font aujourd'hui, ça marche très bien. C'est une réalité. Il y a des entreprises qui le font, ça marche très bien. On n'a pas non plus 50 ans de recul sur le digital. Honnêtement, on forme au digital depuis 7 ou 8 ans. Et des entreprises en avance, c'est des entreprises qui ont une quinzaine d'années. Donc on n'a pas énormément de recul. Il faut être honnête, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont dans la manipulation très très forte. Il y a un dicton dans le digital, c'est « ne crois jamais Mark Zuckerberg ». C'est une réalité, ne crois jamais Mark Zuckerberg. Donc c'est une réalité. Mais voilà, il y a aussi des entreprises qui construisent une relation pérenne avec leurs clients sur la durée par la compréhension des comportements. Bon, vous avez compris dans mon propos ce que je pense être le mieux. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut comprendre les gens et qu'il faut essayer de faire le mieux pour eux, parce que quand ils se sentent écoutés, ils vont plutôt aller vers vous. Donc pour moi, ça, c'est une source d'avantage concurrentiel. Donc voilà comment je le conçois en fait, et voilà ce que j'observe. Ensuite, je le répète encore une fois, il y a des entreprises qui sont dans la manipulation vraiment très très forte, et ça fonctionne. Mais il y a aussi des entreprises qui ont un mode de management qui est extrêmement autoritaire et qui attire un certain type de salariés. Et il y en a d'autres qui ont un mode de management participatif et qui attirent un autre type de salariés. On voit les résultats dans la continuité en fait. Là, c'est le temps qui décide. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc merci Jean-Philippe. Et on s'était dit, d'ailleurs, même avant cette conférence, qu'on aurait pu avoir 1h30, voire 2 heures d'intervention sur la transformation digitale et l'expérience client. On a juste effleuré le Web 3, par exemple, et la blockchain. Ah ouais, c'est parce que là, on a un vrai sujet, surtout dans votre domaine. Là, on a un vrai sujet. Sujet passionnant, donc on va aujourd'hui malheureusement s'arrêter là. Bien entendu, on va essayer de répondre à toutes les questions sur LinkedIn pour justement permettre à tout le monde d'avoir une réponse. Et on espère également de refaire ce type d'événement donc sur LinkedIn et également sur site, puisque on a fait justement cette première session dans le cadre d'une journée digitale Biomérieux, donc la première Digital Day. Donc on est vraiment très fiers de tous vous accueillir à la fois sur LinkedIn et ici sur site. Merci encore, merci Jean-Philippe pour cette intervention. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.